Donc, bonjour tout le monde. Donc, je suis Tristan Martin. Moi, j'ai fait ma thèse entre 2017 et 2020 sur le programme AgroCapi. Et donc, je vais vous présenter les résultats qu'on a obtenus pendant ce programme. Et donc, une première partie sur les traitements de l'urine et des urinofertilisants. Donc, c'est un travail qui a fait l'objet d'une revue bibliographique dans la première partie de ma thèse et qui a fait l'objet d'une publication. Et donc, l'objectif de cette partie, c'était d'étudier quelles sont les caractéristiques des traitements et des urinofertilisants. Voilà. Donc, si on revient aux caractéristiques de l'urine, donc, comme Fabien l'a mentionné, dans l'urine fraîche qui vient d'être excrétée, on a de l'azote qui va être sous forme d'urée. Donc, c'est cette petite molécule organique et le pH de l'urine fraîche va être légèrement acide. On a une enzyme qui s'appelle l'uréase qui est présente un petit peu partout dans l'environnement et c'est une enzyme qui va en fait catalyser la dégradation de l'urée en azote ammoniacal, donc soit de l'ammonium NH+, ou soit de l'ammoniac NH3. Donc cette enzyme, elle est fabriquée par tout un tas de micro-organismes, on en retrouve un petit peu partout, ça peut être dans les tuyaux de collecte de l'urine, dans la cuve de l'urine, donc ça peut arriver assez rapidement. Par exemple, dans un tuyau où il y a un biofilm, en quelques minutes, l'urée peut être dégradée en azote ammoniac. Et donc ensuite, on équilibre entre la forme ammonium NH4+, et la forme NH3, ammoniac, qui, elle, peut se volatiliser. Donc ça dépend du pH. Et autour de pH 9, donc on est à peu près à 50-50 des deux formes, et c'est un peu le cas de l'urine stockée. Donc dans l'urine, on a de l'azote, mais on a aussi tous les autres nutriments. Donc c'est le phosphore, le potassium, tous les micronutriments, du bore, du magnésium, etc. Et on a potentiellement des contaminants. Donc on reviendra un petit peu dessus dans la session d'après. Mais globalement, il y a assez peu de contamination en pathogènes en elle-même. Le principal risque, c'est qu'il y ait une contamination au niveau de la toilette à séparation. Donc, il y a un petit peu de matière fécale qui part dans la partie urine des toilettes à séparation et qui viennent contaminer la cuve, comme ça. Les microplastiques, donc il y aura une présentation spécifiquement dédiée à ce sujet, mais qu'on peut retrouver dans l'urine. Donc, il y en a environ 70% qui sont excrétés dans l'urine. Voilà. Et les métaux, donc les concentrations en métaux dans l'urine qui sont quand même assez faibles. Et donc, on n'a pas identifié vraiment de gros intérêts, de grosses limites par rapport à cette concentration en métaux. Donc, on parle de traitement de l'urine. Donc, je rappelle que dans l'urine fraîche, l'azote est sous forme d'urée et dans l'urine stockée, l'azote est sous forme ammoniacale. Donc, pourquoi est-ce qu'on peut chercher à traiter? Donc, la première, c'est d'essayer de stabiliser l'azote. Donc, le problème, c'est que si on a de l'azote qui est sous forme ammoniac, NH3, donc ce qui se passe quand on stocke l'urine dans un bidon, on a cet ammoniac qui est une molécule qui potentiellement peut se volatiliser. Donc, si on stocke notre urine dans une cuve qui ne va pas être hermétique, on va perdre l'azote comme ça, ou au moment de l'apport aussi, on peut en perdre. Et l'ammoniac, c'est un polluant environnemental, donc je reviendrai un petit peu plus tard dessus. Et aussi, on perd de l'azote, donc on perd de l'efficacité fertilisante. Donc, il y en a qui essaient de stabiliser l'azote dans une forme autre ammoniac qui va éviter les pertes vers l'atmosphère. Et aussi, le problème, c'est que si on chauffe cette solution d'urine avec de l'ammoniac dedans, on va favoriser cette volatilisation, on va perdre tout notre azote. Et donc, l'intérêt de stabiliser l'azote dans une autre forme d'ammoniac, ça peut être aussi de réduire le volume du fertilisant, pour avoir un fertilisant sous forme solide, par exemple. Et ça, c'est la deuxième raison du traitement de l'urine. Donc, ce qu'on peut voir sur le graphique qui est en bas, c'est la concentration en azote en pourcentage massique. Donc, on voit que l'urine, c'est autour de 0,5-1% d'azote en pourcentage massique. Et donc, il faut en apporter environ 30 tonnes par hectare pour apporter 180 kg d'azote par hectare, qui est une dose un peu classique sur du blé. Par contre, les minéraux, on est plutôt de 30-50% d'azote et on doit en apporter moins d'une tonne par hectare. Donc, il y a vraiment une différence entre les deux. Et il y a potentiellement un intérêt à essayer de réduire le volume de l'urine, enlever de l'eau, pour avoir un fertilisant plus concentré en termes de volume à transporter et à épandre. Un troisième objectif, ça peut être de traiter les contaminants, donc les résidus pharmaceutiques ou les pathogènes. Et le quatrième objectif, donc qui est un peu différent des trois précédents, c'est de vouloir extraire l'aliment.
Donc là, d'extraire seulement l'azote ou le phosphore de l'urine. Et donc, c'est des procédés qu'on a considérés comme extractifs, au contraire des autres procédés qui sont conservatifs. Et donc, nous, dans notre étude, on s'est plutôt concentré sur les procédés conservatifs, en considérant qu'il fallait boucler tous les cycles biogéochimiques et pas seulement celui de l'azote ou du phosphore. Donc, pour la stabilisation de l'urine, comment est-ce qu'on peut faire? Donc, je rappelle, dans l'urine fraîche, on a de l'urée, et dans l'urine stockée, de l'azote ammoniacal. Donc, dans l'urine où l'urée a déjà été hydrolysée, on peut, par exemple, jouer sur le pH de la solution et on peut venir rajouter de l'acide dans l'urine stockée. Et en fait, ça va déplacer cet équilibre. Ça va déplacer l'équilibre vers la gauche, dans un pH plus acide. Et on voit que si on est à pH 6-7, c'est la forme ammonium NH4+, qui va être très largement majoritaire. Et cette forme ne peut pas se volatiliser. Donc, on peut pas ajouter 30 grammes d'acide sulfurique par litre d'urine pour acidifier la solution et empêcher la volatilisation. Un autre procédé qui a été développé par des chercheurs suisses de l'EAVAG et qui est maintenant commercialisé par la société Vuna, c'est la vitrification. Donc, ça ressemble un petit peu aux traitements qui sont faits en station d'épuration, où on va cultiver des bactéries en milieu aérobie dans une colonne, et ces bactéries vont oxyder l'ammonium en nitrate, et donc on va obtenir des nitrates qui, eux, ne peuvent pas se volatiliser là aussi. Donc ça, c'est pour les traitements de l'urine. Et on peut aussi essayer de traiter l'urine sous sa forme fraîche, donc essayer de conserver l'urée. Donc j'en ai parlé un petit peu avant, mais c'est cette enzyme l'uréase qui va catalyser la dégradation de l'urée. Et ce qui représente dans ce graphique, c'est une constante d'activité de cette enzyme. Donc on voit qu'elle est plus active quand il fait plus chaud, et le maximum d'activité aussi va être dans un pH assez neutre, qui est le pH de l'urine fraîche. Mais par contre, si on vient acidifier l'urine en dessous du pH 4, là, l'enzyme ne va plus pouvoir dégrader l'urée et on va pouvoir conserver l'azote sous forme d'urée. Donc c'est par exemple en ajoutant 3 grammes d'acide sulfurique, donc c'est 10 fois moins d'acide qu'il y a besoin que pour acidifier l'urine stockée, ou en faisant une fermentation lactique. Enfin, il y a différents moyens de provoquer cette acidification, mais on peut garder l'azote sous forme d'urée. On peut faire la réaction inverse, donc au-dessus de pH 10-11, là aussi l'enzyme ne va plus être active. Et donc par exemple en mélangeant l'urine avec 10 grammes de chaux par litre d'urine, on peut aussi conserver cet azote sous forme d'urée. Ensuite, on mélange avec les matières organiques qui sont possibles. Donc ça va d'une simple imprégnation à un processus de compostage qui peut être aussi un moyen de stabiliser l'azote. Donc ce qui se retrouve dans les urinofertilisants avec une grande diversité de formes de l'azote, généralement minérale dans la plupart des urinofertilisants. Donc c'est soit de l'urée, soit de l'azote ammoniacal ou soit de l'azote nitrique. Il y a une petite proportion d'azote organique qui est 10-20%, qui peut varier un petit peu. C'est des fertilisants qui sont assez minéraux. Il y a seulement un mélange avec la matière organique où on peut passer sur des mélanges qui deviennent majoritairement organiques. Un mélange entre de l'urine et des copeaux de bois, du compost par exemple. Les urinofertilisants, dans la composition, ils ressemblent quand même pas mal à des engrais minéraux qu'on utilise aujourd'hui, que sont l'urée par exemple, ou l'ammonitrate qui est du nitrate d'ammonium. Donc on a une composition qui est assez similaire. Donc ça, c'était pour la stabilisation de l'azote. Pour la réduction du volume, donc l'urine qui n'est pas concentrée va avoir une concentration, donc ça dépend s'il y a une chasse d'eau ou pas au niveau de la toilette à séparation, mais entre 0,2 maximum 1% d'azote. Donc ce qui est dans la même gamme que les lisiers animaux, mais très faible par rapport aux engrais minéraux. Et donc avec, par exemple, l'évaporation, on peut évaporer une partie de l'eau de l'urine et obtenir un fertilisant qui va être concentré, mais toujours liquide. Donc dans les valeurs qu'on a relevées dans la littérature, ça va entre 2 et 6% d'azote. Et on peut même essayer d'évaporer la totalité de l'eau de l'urine. Et là, théoriquement, on peut monter jusqu'à 24% d'azote. Donc là, on commence à se rapprocher de la concentration des engrais minéraux. Donc il y a d'autres procédés ensuite de réduction du volume, comme l'osmose ou la distillation membranaire, donc qui ne permettent pas de déshydrater le produit, mais qui permettent de le concentrer. Et donc ensuite, on a les mélanges avec la matière organique, où là, ça va vraiment dépendre du ratio de mélange et du type de matière organique. Donc, un point qu'on a relevé sur ces traitements, c'est la consommation d'énergie. Donc on reviendra un peu plus en détail dessus cet après-midi. Mais ce qu'on peut voir sur ce graphe, donc, c'est la consommation d'énergie en mégajoules par kilogramme d'azote qui a été traité. Donc c'est une échelle logarithmique, qui va de 1, 10, 100, 1000, 10 000.
Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a vraiment une gamme très variable de consommation d'énergie. On peut imaginer des systèmes d'évaporation solaire avec une vitre comme ça, et utiliser la chaleur du soleil pour enlever l'eau de l'urine. Là, on a des consommations qui sont proches de zéro. Et par contre, on a d'autres procédés d'évaporation ou de distillation sur certains pilotes qui dépassent plusieurs milliers de mégajoules par kilogramme d'azote. Vraiment une large gamme et ces procédés en verre, enfin l'osmose surtout, ils ont des consommations d'énergie qui restent limitées, mais aussi un facteur de concentration qui reste assez limité. On ne peut pas aller vers des produits avec ces procédés. Et enfin, ça semble être un élément qui a surveillé, puisque ce qui est représenté en bas, c'est la consommation d'énergie pour produire 1 kg d'engrais azoté et traiter 1 kg d'engrais azoté au niveau de la station d'épuration. Et on voit que certains procédés peuvent dépasser cette valeur, donc c'est potentiellement un paramètre à suivre. Donc très rapidement sur l'effet de ces traitements sur les contaminants. Donc sur les pathogènes qu'on peut retrouver dans l'urine, en fait, ils vont être sensibles à des pH basiques ou très acides. Donc quand on va acidifier l'urine ou l'alcaliniser, on peut inactiver une partie de ces pathogènes comme ça. Ils vont surtout être sensibles à la présence d'ammoniac. Donc c'est pour ça qu'en stockant l'urine dans un bidon, on va avoir de l'azote sous forme ammoniacale qui va permettre d'inactiver ces pathogènes. Donc on a l'OMS qui a édicté une norme de stockage entre 1 et 6 mois en fonction des conditions de stockage et des cultures sur lesquelles on veut utiliser l'urine. Et ils vont aussi être sensibles à la chaleur. Donc, par exemple, quand on va distiller l'urine à haute température, là aussi, on va les inactiver fortement. Pour les pharmaceutiques, c'est beaucoup moins étudié et là, ça reste beaucoup plus flou. Et l'impact des traitements sur les pharmaceutiques est assez faible, à part les traitements qui sont spécifiquement dédiés aux pharmaceutiques. Ça peut être, par exemple, des filtres à charbon actif pour enlever les résidus pharmaceutiques. Qui eux sont très efficaces, mais l'acidification, la nitrification, la canisation, tout ça ont un impact qui est assez limité. Et donc pour finir, pour résumer un peu tout ça, donc on peut partir de l'urine fraîche, on peut avoir une première étape de stabilisation de l'azote, une deuxième étape de réduction, potentiellement une troisième couche de traitement pour enlever les pathogènes et les pharmaceutiques. Et de l'autre côté, on a l'approche extractive des nutriments, où on extrait seulement l'azote et le phosphore. Donc ça, c'est les traitements qu'on a considérés. Par exemple, l'urine stockée, c'est potentiellement un traitement des pathogènes par stockage. On a l'urine nitrifiée concentrée, qui est le procédé commercialisé par Vuna et développé par Leadag, où on a une étape de nitrification, d'évaporation, puis d'absorption sur du charbon actif. Enfin, voilà, tout ça pour dire qu'il y a plein de possibilités différentes et qu'on a plein d'urinofertilisants différents. Donc en conclusion, on a des procédés, entre autres, pour stabiliser l'azote et réduire le volume, une grande diversité d'urinofertilisants avec des caractéristiques physico-chimiques qui vont être très variées, une forte inactivation des pathogènes et une dissipation des pharmaceutiques qui est plus compliquée avec les traitements que j'ai présentés, et potentiellement des impacts liés au traitement, et en particulier la consommation d'énergie. Donc voilà pour la partie traitement, et merci pour votre attention, et si vous avez quelques questions.